Oui, bonjour tout le monde. Je suis content de vous revoir. Et puis, bienvenue à notre émission numéro 6, émission de l'entre-deux. Et aujourd'hui, on va parler du Bitcoin, bien sûr, de ce qui est la valeur et aussi ce qui est la propriété. Qu'est-ce que c'est exactement? Et pour rester dans le concept, on va parler aussi du mot de la fin, qui est l'argent. C'est le mot de la fin aujourd'hui, c'est le mot argent. OK, on se revoit tantôt. Voici le segment Bitcoin pour aujourd'hui. Juste vous dire que le prix présentement, il est autour de 62 000. Il a baissé un peu. Il était rendu à 65 la semaine passée. Il avait aussi descendu à cause de la supposément invasion de l'Iran il y a quelques semaines, mais finalement, ça avait plongé jusqu'à 62 000. Là, il a repris, il s'est stabilisé. Et il y a une grosse nouvelle, vite, vite, sur le Bitcoin, c'est qu'à partir du 30 avril, le marché de Hong Kong et Singapour vont, surtout Hong Kong, vont émettre des ETF en Bitcoin et Ethereum. Donc, le marché chinois, les gros investisseurs, les milliardaires chinois vont commencer à acheter des ETF et ça risque aussi de donner un impact euh, sur le Bitcoin. Et je vous dirais que à cause de tout ça, mais ne soyez pas surpris si dans les mois qui viennent, il y a des gros investisseurs, des pays souverains qui achètent du Bitcoin. On sait aussi que présentement sur le marché, à tous les jours, il y a une adresse qui achète pour 100 Bitcoins par jour. Et on se doute bien que c'est peut-être un pays, on ne sait pas encore, mais on sait que 100 bitcoins par jour, c'est beaucoup d'argent. Aussi, j'ai entendu entre les branches que la Suisse serait peut-être le prochain pays à donner un statut pas autant aussi légal que le Salvador, mais se rapprocher beaucoup du standard Bitcoin. Donc, les choses bougent, les choses avancent. Et voilà. Donc, aujourd'hui, je tenais à vous parler de quelque chose que je vous dirais que ça m'a comme frappé à force d'écouter sur le Bitcoin, beaucoup de podcasters, puis on parlait beaucoup d'économie, on parlait beaucoup aussi de qu'est-ce que c'est la valeur, ok, d'où vient la valeur de quelque chose, pourquoi on donne de la valeur à quelque chose, et aussi le concept de propriété privée, d'accord? Juste vous dire que moi, je suis d'origine chilienne et tout jeune, même en Argentine, quand je vivais là-bas, c'était plus des pays socialistes, si on peut dire d'une certaine façon, moins portés sur le capitalisme et la propriété privée. Je vous dirais que ça m'a pris un certain temps à comprendre, une fois quand je suis arrivé ici au Canada, au Québec, qu'est-ce que c'est la propriété privée. Vous savez, lorsqu'on marche dans un parc et puis tout d'un coup, il dit défense de passer propriété privée. Moi, avant, je voyais ça comme, voyons donc, on a le droit d'aller n'importe où. Mais à vrai dire, non, pas vraiment, parce que quand on est propriétaire terrien, il faut respecter la propriété privée, d'accord? Mais à travers l'histoire, ce concept-là, c'est comme un peu à géométrie variable. Vous allez voir que ça peut changer selon les gouvernements, selon l'histoire, d'accord? Donc, ça m'a fait réfléchir et d'où l'importance de comprendre c'est quoi, mais avant de parler de propriété, c'est quoi la valeur de quelque chose? Qu'est-ce qui fait en sorte que on accorde de la valeur? Tu sais, on accorde la valeur à l'argent, on peut accorder de la valeur aux métaux précieux, à des diamants, on peut accorder de la valeur même à des relations, bien sûr, à des associations, à des travails, bien sûr. Donc, c'est quoi la valeur de quelque chose? Donc, l'argent, communément appelé argent, money, OK, elle tient sa valeur aujourd'hui par décret du gouvernement. Je pense que peut-être vous le savez. C'est un peu le gouvernement qui décide qu'un billet de 5 dollars vaut 5 dollars, puis tel billet vaut 20, puis tel billet vaut 100 dollars. Parce que en arrière de ça, on sait maintenant qu'il n'y a pas vraiment rien qui le back. C'est juste par décret. D'où le nom en anglais qu'on appelle ça du fiat money.
Fiat veut dire en latin ainsi soit-il. OK? C'est un mot latin. OK? C'est donc ainsi soit-il, c'est le gouvernement qui a décidé de ça. Ça vaut 20 $, 10 $, 5 $, 100 peu importe. OK? Donc, cette valeur est reliée aussi beaucoup présentement dans l'époque moderne au PIB du pays, le produit intérieur brut. C'est-à-dire, si l'économie du pays est performante, si l'économie du pays va de l'avant, si elle exporte plus que ce qu'elle importe, je mets un exemple, la Chine ou peut-être l'Allemagne dans le temps, peut-être plus maintenant, mais sa devise, un peu comme le franc suisse peut-être, sa devise a tendance à prendre de la valeur par rapport à d'autres devises, OK? Parce que on dit que l'économie est forte. Donc, l'économie aussi dépend de l'écosystème. Donc, les choix du gouvernement, ce que le gouvernement a décidé de faire, les choix économiques, les choix stratégiques au niveau des industries. OK, si un pays aujourd'hui décide de s'en aller dans la production de disques vinyles, ben, beaucoup de conseillers du gouvernement ou du président vont dire, écoutez, euh, ça vaut pas la peine, là. Peut-être se lancer dans la production de microprocesseurs, c'est peut-être une bonne chose. Mais des disques vinyles, c'est passé de mode. C'est plus tendance. OK, la technologie a changé. D'accord? C'est un exemple que je vous donne, juste pour vous dire que les choix économiques d'un pays sont très importants. Donc, l'écosystème économique, les échanges commerciaux, comme je vous disais, lorsque le pays a tendance à exporter beaucoup plus qu'importer, donc il y a plus de gains qui rentrent que de dépenses, eh bien, comme n'importe quoi, n'importe quel ménage, ou comme chez vous, mais vous voyez votre bilan après chaque fin de mois bancaire, vous voyez que ce mois-ci, il y a plus d'entrées que ce qui est sorti. Donc, les états financiers sont positifs. D'accord? Donc, les échanges commerciaux avec d'autres pays et des politiques économiques de ce pays même sont très importants et ça donne beaucoup de valeur à ces dollars-là, à cette monnaie-là, à cet euro-là ou ce franc-là. D'accord? Donc, la robustesse et la valeur de cette monnaie dépend de tous ces facteurs-là. OK? Et qui peuvent varier à tous les jours. Et aussi, on appelle ça la fluctuation de la monnaie ou communément appelé le forex. D'accord? Donc, pour nous, simples citoyens, OK, si le pays a tendance à émettre plus de monnaie, OK, à s'endetter, comme on dit, donc avec des programmes d'infrastructure, avec des chèques suite à la COVID, on envoie de l'argent pour aider le monde à payer leurs factures, leur épicerie, OK? Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que cet argent-là, elle ne vient pas de nulle part. On est obligé de l'émettre, on est obligé de s'endetter. Nos gouvernements sont obligés d'emprunter pour émettre cet argent-là, d'accord? Et dans les marchés étrangers, c'est comme ça que nos gouvernements, c'est un peu comme vous et moi, mais à une échelle nationale, mais ils prennent des décisions fiscales qui peuvent aussi impacter éventuellement les citoyens. Okay? Donc, le gouvernement finit par créer de l'inflation. Pourquoi on fait de l'inflation? C'est tout simplement parce qu'on émet trop de monnaie. D'accord? Donc, on noie le marché de liquidité. OK? C'est le cas de le dire. OK? Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que il y a trop d'argent il y a trop de billets qui vont courir après la même voiture, après le même panier d'épicerie. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une surenchère. Donc, on a l'impression que les prix montent, mais c'est une fausse croyance parce que c'est tout simplement, c'est que le même 20 $ vous achète pour moins. OK? Donc, avant cette politique-là, exemple, le même 20 $, peut-être que l'épicerie, vous en avez plus pour votre argent, comme on dit. Mais depuis qu'on a noyé cette économie de liquidité, mais le même 20 $, il en achète moins, ça peut peut-être prendre un autre 20 $ pour acheter peut-être la même chose. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression que tout coûte plus cher. Et souvent, les gens ont une fausse idée de la valeur de leur maison. Ils disent, waouh, j'achète ma maison, puis il est en train de monter de prix, là, c'est un bon investissement. C'est un signe que l'économie est en train de crasher, tout simplement, parce que la même argent avant, ça prend de plus en plus pour acheter la même maison.
D'accord? Vous n'avez pas rénové, vous n'avez pas refait votre toiture, vous n'avez pas pris une extension, vous n'avez pas plaqué le driveway en or pour que ça prenne de la valeur. C'est tout simplement l'inflation qui fait ça. D'accord? D'accord. Donc, c'est pour ça que les gens, lorsque les gouvernements prennent ces politiques-là, ben, ils ont l'impression que tout coûte de plus en plus cher. OK? Et c'est ce qu'on est en train de vivre en Amérique du Nord et aussi en Europe. OK? Donc, de plus en plus, cette inflation va éroder l'épargne. C'est-à-dire que les gens qui performaient à peut-être 3-4% dans leur compte de banque avant, mais ils se rendent compte que l'inflation est à 4-5%, mais juste le fait de garder cet argent-là, elle ne rapporte rien parce qu'elle finit par se faire bouffer, se faire éroder par l'inflation. Et à ça, il faut rajouter les taux d'intérêt très, très bas qu'il y a eu, ce qui a fait en sorte que les rendements étaient nuls, même négatifs. On a eu des taux bancaires négatifs. Donc, ça a affecté un peu tout ce qui est épargne. OK? Donc, les gens, ils se rendent bien compte que leur fonds de retraite, les gestionnaires de fonds de retraite, c'est de plus en plus difficile de avoir les rendements qu'ils avaient promis pour qu'on puisse vraiment avoir une belle retraite. Et les salaires ne suivent pas nécessairement l'index d'inflation. Okay? L'index d'inflation, en général, on parle de 2%. C'est l'industrie qui décide ça, mais on sait que c'est 4, 5, 6%, beaucoup plus. D'accord? Et puis, une chose aussi que nos gouvernements ont faite, l'indice de calcul de l'inflation, avant, c'était l'épicerie, avant, c'était le transport, c'était le gaz, OK? Les choses de tous les jours, mais ils l'ont changé, OK? Ils ont enlevé l'épicerie, ils ont enlevé le gaz, ils ont rajouté Netflix, ils ont rajouté les montres Apple. Donc, ça a biaisé la vraie valeur. OK? Pourquoi? Parce que les gouvernements ont peur que les gens se rendent compte que les choses coûtent de plus en plus cher. OK? Un truc, là, si vous voulez vraiment savoir quel est le coût d'inflation, vous êtes habitué à acheter une penne de lait ou une miche de pain. Fait que moi, je vous conseille, 1er janvier, prenez le prix. Et à la fin de l'année prochaine, regardez le prix et comparez. Et vous allez faire le calcul, le ratio de 3, OK? Et vous allez voir la montée de cette penne de lait ou de cette même baguette ou miche de pain que vous êtes habitué à acheter. Et là, vous allez vous rendre compte que quelle a été l'inflation pendant l'année. Vous allez être drôlement surpris. D'accord? Donc, de plus en plus, cette inflation va endetter l'épargne et à la banque, vous sentez que votre salaire ne suffit pas à tout payer comme avant. Donc, la valeur de cet argent-là, de cette monnaie fiat qu'on appelle, commence à s'estomper, à s'éroder. Donc, ce même 20$ ou 100$ vaut de moins en moins. D'accord? Donc, l'inflation est comme une taxe. C'est comme un voleur la nuit là, qui vient vous prendre une couche de jambon sans que vous vous rendiez compte. Vient vous tondre de plus en plus. Et là, on sent cette pression-là de plus en plus. OK? Parce que la vie devient de plus en plus difficile. Donc, l'inflation est comme une taxe cachée, si on peut dire ça comme ça. Qui vous prend de votre valeur. Donc, dans un contexte économique difficile, ou même en crise financière, OK, tout a tendance à perdre de la valeur. Pourquoi? Parce que les crises financières sont dues soit à perte d'emploi, hyper-chômage, hyperinflation, donc perte de valeur de ce que vous avez, OK? Même les maisons, lorsque les gens commencent à perdre la maison, les gens commencent à tomber en faillite à cause d'une crise financière qui s'aggrave, mais ils commencent à avoir beaucoup trop de maisons sur le marché, donc il y a plus d'offres que de demandes et ça fait baisser les prix de votre maison actuelle. Donc, si vous pensez la vendre un jour, peut-être va falloir en vendre, je veux dire attendre, parce que c'est peut-être pas le bon moment, ok? Ou peut-être vous allez vendre à perte. Donc, vous allez vendre et vous allez avoir moins de ce que vous payez en hypothèque ou de ce que vous avez payé pour votre hypothèque. D'accord? Donc, les propriétés immobilières sont de plus en plus difficiles. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que peut-être au Canada, on le sent moins, là, mais on est à veille. Mais surtout, exemple, présentement, il y a une crise immobilière au niveau de l'immobilier commercial. Les centres d'achat qui sont en train de fermer, les tours à bureaux, là, que c'est de plus en plus difficile.
Et ça, c'est un peu le backbone des prêts bancaires. Ça veut dire que les banques comptent beaucoup de ces entrées, de ces millions-là, OK, pour leur santé financière. Et lorsque ça commence à faire défaut, eh bien, les banques commencent à être en danger. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on voit qu'aux États-Unis, on parle de plus en plus que peut-être 400, 500 banques qui vont tomber comme un domino, une après les autres. Ils vont se faire racheter, OK, par d'autres banques beaucoup plus grosses comme JP Morgan, Goldman Sachs, Manhattan Chase. La même chose que vous voyez en France. Si vous suivez le blog de Jovanovic, vous avez de plus en plus de banques, des caisses d'épargne qui se font acheter par d'autres ou qui sont en difficulté financière. D'accord? Et puis, donc, c'est le problème des banques. Le plus gros exemple qui a frappé l'année dernière, c'était le Crédit Suisse, qui s'est fait racheter, qui a été forcé par le gouvernement à être acheté par UBS. D'accord? Donc, c'est des choses qui changent, le contexte change. Donc, ce qui avait de la valeur un jour, peut-être qu'il commence à en avoir de moins en moins et finit par ne plus en avoir. D'accord? Donc, euh, comme je vous disais, l'inflation est comme une taxe cachée qui vous prend de votre valeur. Dans un contexte économique difficile ou crise financière, tout a tendance à perdre de sa valeur, même les maisons et les propriétés immobilières. OK? Et c'est pour cela qu'en général, les gens avisés, les gens qui s'informent, les grosses fortunes, ont, ont tendance à chercher une valeur refuge, quelque chose qui fait en sorte qu'il ne sera pas impacté par ce contexte économique. D'accord? Donc, une boîte de sauvetage, si vous pouvez l'appeler, parce que vous voyez que le bateau, le Titanic, est en train de couler. OK? On va voir les choses comme ça. OK? Et la plupart du temps, les assets qui ne sont pas impactés, les actifs qui ne sont pas impactés par une crise financière, c'est souvent des actifs qui sont en dehors de ce système-là ou en parallèle. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est l'or. L'or et le Bitcoin. Parce qu'ils ne sont pas liés directement, parce que de toute façon, nos économies sont strictement bancaires et c'est un système de dette qui n'a pas rapport nécessairement avec le Bitcoin et l'or. Par contre, on voit un phénomène de plus en plus où les gens sont en train de chercher des valeurs refuges. Il y a un transfert de richesse. Ça veut dire que les gens qui se rendent compte que, écoute, j'ai des millions à la banque, plutôt que de le voir se faire éroder à 7% d'inflation par année, OK? Donc, se faire bouffer par 70 000 par année, je préfère le mettre à l'abri de quelque chose qui va me protéger contre l'inflation, soit l'or ou le Bitcoin, d'accord? Chose que j'essaie de vous expliquer, d'accord? Donc, ce qui est vrai à l'échelle d'un millionnaire est aussi vrai à l'échelle d'un petit portefeuille comme le nôtre. Parce que nous aussi, on fait partie de ce système-là, et nous aussi, on se fait éroder nos économies, et nous aussi, on doit penser et dire, OK, comment je peux faire pour essayer de mettre quelque chose à l'abri? OK? Quelques épargnes, si vous êtes capable, d'accord? Mais quand on y pense, il y a toujours moyen de moyenner, OK? Donc, c'est pour cela qu'en général, comme je le dis, les gens avisés cherchent à trouver une valeur refuge comme l'or et le Bitcoin, par exemple. Donc, dans les cas où les pays c'est trop endetté, un peu comme le cas de nos pays, que ce soit le Canada, les États-Unis et en Europe, OK, il, ça veut dire que ce qui arrive, c'est que ce pays-là ne peut plus emprunter sur les marchés obligataires. OK? Ça veut dire que c'est un peu comme quelqu'un qui est trop endetté, qui demande à son beau-frère ou qui demande à son frère ou qui vient vous voir. Il dit, est-ce que tu aurais 100 dollars à me passer? Mais vous voyez que il vous a même pas encore remboursé les 3 autres 100 dollars que vous y avez passé, puis ça fait peut-être 1 an, 2 ans où il y a de la difficulté. Vous voyez bien qu'il a perdu son boulot. OK? Il est en grosse difficulté. Donc, vous lui dites, écoute, va voir mon autre frère, va voir ta mère, va voir ma mère. OK? Parce que le frère, vous ne voulez pas l'aider parce que euh, vous savez qu'il est en grosse difficulté économique. OK? Donc, ce frère-là, il commence à être un peu stressé parce qu'il y a de la difficulté à confronter ses obligations. Donc, les pays ont de plus en plus de difficultés à payer leurs dettes. OK? Et c'est le marché obligataire qui est un peu
les investisseurs privés qui passent de l'argent au pays pour construire des ponts, payer leurs fonctionnaires, payer le système de santé et tout ça. D'accord? Eh bien, alors qu'est-ce qui arrive si ce pays-là a de la difficulté à faire à faire face à ses obligations? C'est la raison pourquoi aux États-Unis, on parle beaucoup de monter le plafond de la dette. OK? Passer une loi pour monter. Donc, les États-Unis, c'est un pays présentement, je vous dis, à chaque 100 jours, ils s'endettent d'1 trillion, 1000 milliards. C'est faramineux. Et tous les gens qui prêtent de l'argent, qui prêtaient de l'argent aux États-Unis se rendent compte qu'ils ne pourront jamais la rembourser. Okay? Exemple, en France, présentement, il y a un gros problème, c'est que la France doit trouver quelque chose comme 300 milliards. Okay? 300 milliards pour le prochain budget, et il commence à avoir de plus en plus de difficultés. D'accord? Donc, ce qui est vrai pour les États-Unis, la France, c'est aussi vrai pour le Canada. On sait que les populations commencent à s'appauvrir de plus en plus. Avant, ce qui était une destination pour beaucoup d'immigrants, les immigrants sont en train de quitter le bateau parce que on se rend compte que le niveau de vie, le coût de vie est très très dispendieux, est rendu très dispendieux au Canada aussi. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est généralisé partout en Amérique du Nord et dans les pays occidentaux en général. Je dirais c'est à cause des choix politiques et des choix économiques qu'on a faits. Et aujourd'hui, mais nous, notre génération à nous et celle de nos enfants vont payer la facture. D'accord? D'où la raison pourquoi on doit voir qu'est-ce qu'on peut faire. OK? Donc, les marchés obligataires, comme je vous disais, ne veulent plus passer de l'argent à ces pays-là. Donc, ils doivent couper dans les programmes sociaux, monter les taxes, OK? Et les impôts. Et si la crise s'aggrave de plus en plus, ben, elle doit aussi, à un certain moment, si le pays est trop en crise, un peu comme au Liban, en Argentine, au Venezuela, ben, elle doit limiter les retraits bancaires. C'est-à-dire qu'on ne peut plus sortir autant d'argent qu'on veut dans les guichets automatiques. OK? Ici, au Canada, on est limité à 1000 dollars par jour pour monsieur, madame, tout le monde. Peut-être que le gouvernement peut dire maintenant, on peut juste sortir 500 dollars. Et peut-être si la crise continue, ils vont peut-être dire, à un moment donné, on peut juste sortir juste 100 dollars par jour. Et peut-être qu'à un moment donné, ils peuvent dire juste 100 dollars par semaine. Et là, quand vous êtes rendu là, ben, un peu avant, là, vous dites, OK, la petite grenouille commence à se rendre compte que l'eau commence à bouillir, là. C'est pas là qu'il faut faire des choix. C'est pas là qu'il faut dire, j'aurais donc dû faire ci ou faire ça. C'est maintenant, OK? Parce que c'est la direction qu'on est en train de prendre, OK? Donc, c'est ça. Donc, ils vont monter les impôts, et si la crise s'aggrave, ils doivent limiter les retraits bancaires, saisir les comptes d'épargne. OK, un peu comme on a vu en Chypre, en Grèce, la crise au Liban qu'on voit présentement, où les gens sont obligés de braquer leur banque pour leur dire « Donne-moi mon argent ». OK? Tu fais un hold-up pour dire au banquier « Tu me donnes mon argent ». OK? On est tombé sur la tête, là, mais ça fait des fois des situations vraiment dramatiques comme ça. OK? Donc, une fois que le gouvernement est rendu là, ben, la seule chose qui lui reste, c'est saisir les comptes d'épargne, et surtout les comptes d'épargne qui sont à 100 à 100 000 et plus. OK? Ici au Canada et même en Europe, je sais que c'est 100 000 euros. D'accord? Il y a une assurance, une garantie de dépôt qu'on appelle, qui va vous couvrir à peu près à 100 000. Et tout ce qui va excéder 100 000, malheureusement, est non garanti. Okay? Donc, il y a quelque chose que vous devez savoir, et ça, je le savais au niveau des assurances, mais je ne le savais pas au niveau bancaire. Les chartes bancaires, la façon que c'est fait, lorsqu'une banque est en crise, vous avez les gros investisseurs, okay, qui ont mis beaucoup de fonds, mettons, dans cette banque-là, qui vont vouloir être payés en premier. OK? Ensuite, vous avez les deuxièmes instances, peut-être d'investisseurs, peut-être le gouvernement, ou un emprunt que le gouvernement a fait pour aider cette banque-là à s'en sortir dans le passé. Eh bien, eux autres vont être payés en deuxième. Et ce qui reste, c'est nous. OK?
Si ça, c'est s'il en reste. Pourquoi? Parce que tous vos fonds, votre argent, OK, qui est la banque, techniquement, appartient à la banque. OK? Et si la banque est en difficulté, elle doit se refaire. OK? Vous êtes le dernier sur la liste. Puis peut-être que vous n'êtes même pas sur la liste. D'accord? D'où l'importance de bien comprendre ça. OK? C'est que votre argent dans votre banque ne vous appartient pas. Techniquement, selon la loi, OK, au niveau fiscal, appartient à la banque. OK? Donc, vous devez vraiment, en tout cas, y voir à vos affaires. OK? Donc, comme je dis, les impôts s'imposent et si la crise s'aggrave, on doit limiter les retraits bancaires, saisir les comptes de banque, les épargnes, tout ce qui est au-dessus de 100 000, OK? Donc, on parle ici d'assurance vie, on parle ici de REER, parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout des baby boomers, qui ont 200, 300, 400, 500 000, ou peut-être des millions, OK? Eh bien, ça n'est pas assuré, OK? Les fonds de retraite, OK? Vous attendez un fonds de retraite à venir, eh bien, il peut être à risque, OK? Et on sait que plus de 75% des fonds de retraite aux États-Unis sont insolvables. C'est-à-dire qu'ils ne pourront jamais payer ce qu'ils ont promis. Les pompiers, il y a des pompiers, des militaires, des infirmières, OK, qui ne le savent pas, mais qui ont cotisé toute leur vie. Eh bien, ces fonds de retraite ne pourront pas payer la pleine promesse de ce qu'ils ont voulu, ce qu'ils ont voulu donner. OK? Donc, tout actif bancaire qui est excédent à 100 000, si nécessaire, les banques vont le faire pour refaire le système bancaire. OK? Et ça, c'est la loi. OK? Vous pouvez rien y faire. OK? Et en cas extrême, OK, il peut même émettre une nouvelle monnaie. OK, ça c'est déjà vu. Exemple, en Argentine, il y avait près une quinzaine d'années, le peso argentin qui était indexé au dollar américain était en crise et il ne pouvait plus s'indexer, fait qu'ils ont mis un autre pesos. C'est une loi qui ont passé la fin de semaine, c'est toujours la fin de semaine qu'on passe la loi, puis lundi, OK, tout ce qui était un compte d'épargne en dollars US des Argentins a été nationalisé, c'est-à-dire qu'il a été converti au nouveau pesos. OK? Sauf qu'il a été dévalué de 90%. Ça fait mal. OK? Exemple, vous avez 100 000 dollars en dollars US et vous vous rendez compte lundi matin, à cause d'une loi, OK, d'une mesure extrême, ils ont dû émettre une nouvelle monnaie. OK? Ils ont dû ajuster cette nouvelle monnaie à la valeur de l'économie du marché. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les actuaires, tout ça, dit, écoute, on est obligé de d'évaluer de 90% pour justifier la vraie valeur de cette monnaie-là. OK? Donc, les gens qui avaient des dollars américains, ben, au lieu de se ramasser avec 100 000, ils se rendent compte que ça ne vaut pas plus que 10 000. OK? Donc, ça crée évidemment pratiquement des révolutions. OK? Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est les banques. C'est le système financier. Et je peux déjà vous dire que, selon les experts, l'Amérique du Nord et l'Europe en général, l'Occident est surendetté à cause du système, pratiquement un minimum de 50 à 60%. Ça veut dire qu'on vit au-dessus de nos moyens à cause de la dette, OK, à cause de la façon que le système est fait, de 50 à 60% de ce que ça vaut vraiment. Donc, si jamais, exemple, le Canada doit ajuster sa valeur à la vraie valeur du marché parce qu'il est en crise économique, et donc elle doit rassurer les investisseurs internationaux, elle va dévaluer sa monnaie de 50 à 60%. Juste 50%. Vous avez derrière, je ne sais pas moi, 200 000, vous vous rendez compte que vous venez de perdre la moitié. Boum, c'est parti. OK, la vraie valeur, c'est 100 000. Votre maison qui vaut un demi-million, lundi matin, elle est évaluée pas plus que 250 000. La moitié vient de disparaître. Par contre, votre hypothèque, vous payez toujours 500 000. OK? Donc, tout ça, c'est pour vous donner des perspectives pour que vous compreniez les impacts que ça peut avoir. OK? Donc, dans un tel contexte, la valeur de la monnaie peut changer grandement. C'est ça que je vous parlais. Qu'est-ce qui a de la valeur? C'est très varié, OK? C'est très relatif aux choix politiques, aux choix des guerres, aux choix économiques, OK? Aux choix stratégiques.
aux politiciens, d'accord? Donc, si vous croyez qu'on est à l'abri de telles mesures, OK, vous risquez de vous réveiller avec des gros chocs, des grosses surprises, OK? Car ce qu'on est en train de voir aux États-Unis et en Europe, OK, ça va nous affecter de plus en plus. Et la ligne Maginot n'est qu'une vue d'esprit. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est quoi la ligne Maginot? C'est que lors de la Deuxième Guerre mondiale, OK, les Français avaient construit ce qu'on appelait la ligne Maginot, OK? C'est une genre de frontière, OK? Pour dire que, bon, c'est bon, les Allemands vont arrêter là parce que c'est la ligne Maginot, ils ne peuvent pas avancer. Mais il y avait pas de tranchées, il n'y avait pas de soldats, il n'y avait pas d'armées pour les contenir. Fait que c'est pas parce qu'il dit interdit de passer, Hitler et les tanks, ça les a pas empêchés de passer. OK? Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a un tsunami qui s'en vient, une crise financière, et vous pouvez pas dire, regarde, vous ne passerez pas. OK? Ça, c'est juste dans le Seigneur des Anneaux que ça se passe là. Ils vont passer, le tsunami va arriver, OK? Parce que c'est une réalité, tout simplement. D'accord? Donc, la monnaie, la paye, l'épargne, les REER, l'immobilier et les retraites perdent de la valeur. La chose qui reste, c'est l'appauvrissement et les dettes. OK? Ça, on est sûr que on finit par avoir ça. Donc, la valeur de quelque chose est relative aux aléas de la vie, comme je vous disais, et au contexte socio-économique et des choix politiques que nos gouvernements ont faits. D'accord? C'est sûr qu'on ne l'a pas voulu, on n'a pas voté pour ça, mais on est rendu là. OK? Donc, lorsqu'on on apprend conscience, eh bien, ça nous fait chercher de l'information, nous informer et peut-être ajuster le tir, voir comment qu'on peut faire pour ne pas être impacté autant que possible par tout ça. D'accord? D'où surtout le but de mon émission aussi, de vous informer et surtout que vous vous informiez, que vous faites vos recherches et vous valorisez ce que je viens de vous dire. D'accord? C'est très important. Vous devez vous faire votre propre opinion. OK? Maintenant, on va parler de la notion de propriété. Et ça, je vous avoue là, que ça m'a frappé comme une brique dans la tête. Il y a peut-être 1 an ou 2 ans, j'ai fait comme waouh! J'avais jamais vu ça comme ça. C'est malade, comme on dit ici au Québec. Pour les gens de l'Afrique et en Europe, lorsqu'on dit c'est malade, c'est dire c'est incroyable. C'est ça que ça veut dire. OK. OK, pour que vous le sachiez. Donc, alors, on va parler de la notion de propriété. Alors, qu'est-ce que c'est la notion de propriété? OK? Vous devez savoir une des grandes atouts, OK, qui a fait en sorte que l'Occident a pu se développer, OK, depuis la Renaissance, aller jusqu'à il y a 50, 60 ans, a été l'introduction de la propriété privée, de quelque chose qui peut nous appartenir. Donc, notre système de justice défend la propriété privée. On ne peut pas ouvrir une maison, aller se coucher dedans si la maison ne nous appartient pas. On ne peut pas rentrer dans un jardin, ramasser des fruits, ramasser des légumes du voisin sans sa permission parce que ça ne nous appartient pas. OK? On ne peut pas aller ramasser ses pommes. On ne peut pas aller chez le voisin et dire écoute, en fin de semaine, moi je viens, je vais aller dans ta piscine, je vais utiliser ton barbecue. OK? Et je vais peut-être prendre des trucs dans ton frigidaire. Vous allez me dire mais ouais, Andrea, mais voyons, on sait bien que c'est comme ça. Ouais, mais ça, là, OK, avant, c'était pas comme ça. OK? Avant, là, il fallait se battre, OK, pour protéger ce qu'on avait. D'accord? Mais maintenant, la notion de propriété privée, tout le monde comprend que on ne peut pas faire ce qu'on veut tant qu'on notre liberté arrive lorsqu'on commence à piétiner, euh, comment je pourrais dire, notre liberté termine là où on commence à piétiner la liberté de quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, vous devez comprendre ça. Vous le savez, de toute façon. OK? Donc, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que c'est devenu comme ça? Mais c'est que c'est des choix que les fondateurs de la charte, OK, de la constitution de ces pays-là, en Amérique du Nord, ont fait. D'accord? Donc, la propriété privée était quelque chose d'hyper important parce que ça nous a permis de nous développer. OK? Et ça nous a permis vraiment à développer ce qu'on appelle aujourd'hui la société moderne. OK?
C'est pour ça que, anciennement, les gens ont quitté les fermes, les terres, et beaucoup étaient tentés de tenter leur chance, quitter la campagne. Je parle aux années 1900, fin de 1800, ok, début de la révolution industrielle, pour joindre les grandes villes et joindre les grandes industries, d'accord, pour pouvoir se payer quelque chose à eux, quelque chose qui pouvait leur appartenir. Pourquoi? Parce que à la campagne, ils n'étaient pas propriétaires terriens, ils ne faisaient qu'être juste travailler, ok, pour le compte d'un seigneur qui avait des terres, ok. Ils étaient un peu comme inféodés, ok. Donc, il y a à peu près plus de 150 ans, la chance de pouvoir avoir quelque chose et posséder de biens à soi allait s'ouvrir à une bonne partie de la population. Et c'est ce qui a poussé l'économie, c'est ce qui a poussé les inventions, c'est ce qui a poussé le développement de la société qui est devenue aujourd'hui ce qu'on appelle la société moderne. OK? Et donc, éventuellement, est arrivé tout ce qui est une voiture, un frigidaire, la notion de maison. Donc, on pouvait se payer tout ça. OK? Même on pouvait s'acheter des actions en bourse. OK? Pour le commun des mortels. C'était pas juste réservé à des gens très riches. On pouvait éventuellement s'acheter des terres. OK? Et pouvoir les exploiter. Ou pouvoir les revendre. Spéculer un peu sur les terres. Ou avec tous ces actifs-là. Donc, et on pouvait même s'acheter des blocs appartements et louer ces appartements-là et générer des entrées d'argent, développer de la business. OK? Donc, ça a fait de la propriété privée, cette notion-là, a été un gros progrès en avant pour le développement des sociétés avec tous les avantages que ça a pu créer. OK? Et éventuellement, mais tout ça, surtout après la Deuxième Guerre mondiale en Amérique du Nord, c'est devenu un peu le rêve américain. La maison, la piscine, la famille, OK? Les 2 semaines de vacances. OK? Ça, c'était un peu l'accomplissement d'une bonne partie de la société nord-américaine et aussi ce qu'on appelait les 30 glorieuses en Europe et en France. OK? Et il y a eu et à vrai dire, s'il y a vraiment eu une génération qui a vraiment profité de ce statut, plus qu'aucune autre dans l'histoire, c'est bien les baby boomers, OK? Les enfants qui sont nés après la Deuxième Guerre mondiale, OK? Et c'est vraiment cette génération-là qui a fait exploser et a fait prospérer l'économie d'Amérique du Nord et des États-Unis, entre autres, OK? Avec ces millions d'enfants, avec ces besoins de couches, des compagnies Pampers, de pablum, OK. Ensuite, de bicyclettes. Ensuite, de jouets. Ensuite, cette famille-là, ben, ça leur prend une maison. Ensuite, ça leur prend une voiture. Et ça leur prend un frigidaire. OK. Donc, c'est toute une industrie qui s'est greffée à cette demande très, très, très forte. Et ça a fait le fer de lance d'une bonne partie de la prospérité des États-Unis, du Canada et aussi une bonne partie de ce qu'on appelle l'Occident. OK? Donc, grâce à eux, ben, maison, voiture, vacances, chalet, bateau, REER, allaient de soi, OK? C'était par défaut, OK? Tout le monde voulait ça quelque part. Il n'y avait pas de mal à ça non plus. Donc, ça fait même partie de l'ADN. Ça a même fait des blagues ici avec une parodie d'un... Peut-être mes amis français, ils connaissent pas trop ça, mais Elvis Gratton, Think Big, avoir un gros garage, OK? Pourquoi? Parce que, en fin de compte, c'est quelque part, c'était un peu l'esprit de ces baby boomers-là, qui a fait en sorte que oui, tout est possible. C'est le pays, c'est le pays des opportunités, d'accord? Par contre, aujourd'hui, les choses commencent à changer et rapidement, et ce n'est plus tout à fait ça. Donc aujourd'hui, les nouvelles générations, OK, les enfants, la génération X et celle qui arrive là, les adolescents qui viennent jeunes adultes, surtout les nouvelles générations commencent à se rendre compte que l'accès à la propriété, l'accès aux avantages que leurs parents et surtout leurs grands-parents avaient, eh bien, est de plus en plus difficile, sinon inaccessible. Ils sont plus capables de se payer ça parce qu'ils se rendent compte que c'est trop dispendieux, c'est trop cher. Leur salaire ne leur permet pas.
OK? Même 2 salaires ne permettent pas, des fois, d'avoir ça. Donc, pour la première fois dans l'histoire de l'époque moderne, la dernière génération est plus pauvre, plus cassée, si on peut dire, que la précédente. Et ça, c'est un signe, un très gros signe qu'on ne s'en va pas dans la bonne direction, puis il y a quelque chose qui ne va pas. OK? Donc, l'accès aux rêves américains devient de plus en plus difficile. C'est tout simplement devenu simplement un rêve. C'est tout. OK? Alors, non seulement ça, mais les générations de baby boomers qui ont beaucoup d'actifs, beaucoup de fonds de retraite, OK, eh bien, ils commencent à se rendre compte de ce qu'ils considéraient comme un acquis euh, pour leur bien qui leur appartenait. Mais eux autres aussi pouvaient avoir des difficultés et voir leur économie et leur investissement perdre de la valeur. OK? Donc, cette valeur-là, cette propriété-là, je peux dire, on la remet de plus en plus en question. OK? Alors, qu'est-ce qui a fait que ce qu'on considérait comme une propriété, comme un acquis, à un moment donné, on se rend compte que wow, je pensais que ça m'appartenait, je pensais que c'était par défaut, et non, ça peut changer. Meilleur exemple que je peux vous donner, les truckers du Canada, les camionneurs du Canada, qui pensaient avoir accès à leur compte de banque et qui pouvaient, ben, se sont rendus compte que on pouvait leur geler leur compte, on pouvait geler leur compte de banque pour des raisons d'opinion politique. Donc, une bonne partie de la population au Canada a fait comme waouh, ils se sont rendus compte que le gouvernement, avec tout simplement une signature, OK, il passait une loi, il pouvait saisir le compte de banque des citoyens. OK, voyez-le comme un avertissement. OK, ça peut arriver. Et si c'est arrivé au Canada, ça peut arriver en France, ça peut arriver en Europe, ça peut arriver en Afrique. Pourquoi? Parce que c'est le gouvernement. S'il décide que les choses changent, c'est comme ça. OK? Donc, aujourd'hui, à cause de l'inflation et le coût de la vie, mais la valeur de nos épargnes, ce qu'on pensait ce qui nous appartenait, on voit que elle est en train de s'effriter. OK? Et les économies qui nous appartenaient peuvent perdre de la valeur grandement. Tantôt, je vous ai parlé de la valeur, mais c'est très relié à la possession de quelque chose. OK, on pensait le posséder, je pensais avoir une retraite, je pensais tenir même une maison, un terrain, et je me rends compte que c'est en train de me glisser entre les doigts. OK? Donc, ce sentiment de possession, on commence à le perdre. Donc, des gens qui ont travaillé toute leur vie euh, vont avoir des grandes surprises parce que quand ça va être le temps de toucher leur fonds de retraite, qui pensaient l'avoir, le posséder, eh bien, il- ça ne veut pas dire qu'il va être là. Demandez aux employés de Sears, juste un exemple, qui ont travaillé toute leur vie. Sears, il y a quelques années, qui a fait faillite et qui ont perdu une bonne partie de leur épargne. OK? Et ça, c'est le cas pour beaucoup d'entreprises ici au Québec, au Canada et aussi en Europe, à cause du modèle économique, parce que on est tous des copies conformes. OK? L'Occident gère tout de la même façon. OK? Donc, l'augmentation des taxes. OK, je vous ai déjà dit, c'est comme une taxe, comme un vol. Il y en a qui appellent ça un vol, oui, l'extorsion. Le contexte économique difficile fait en sorte que les gens ne peuvent plus payer leur hypothèque. Et qu'est-ce qui arrive? Mais quand on n'est plus capable de payer notre hypothèque, mais on finit par perdre notre maison. D'accord? Donc, les personnes qui ne payent pas les taxes foncières, exemple, les personnes âgées qui ont acheté un chalet dans les années 70, là, ils ont pris de l'âge, ils ne travaillent plus, OK? Donc, ils vivent de leur retraite, mais ces maisons-là étaient sur un bord d'un lac, ça s'est développé. Ensuite, c'est devenu très touristique, ça a pris de la valeur. Les taxes foncières augmentent de plus en plus. Qu'est-ce qui arrive? C'est que ces personnes âgées-là, peut-être ne sont plus capables de payer ces taxes-là. Eh bien, eux, ils pensaient que cette maison leur appartenait, c'était leur propriété, mais un jour, ils vont la perdre. OK? Donc, ils finissent aussi par se faire saisir leur maison sur le bord de l'eau, comme je disais, qui a tellement pris de la valeur qu'ils ne peuvent plus payer les taxes de la municipalité. Là aussi, la notion de propriété est mise à rude épreuve. Donc, le mythe de propriété
la croyance de propriété de quelque chose qui m'appartient, là, on se rend compte, c'est un peu comme la valeur. Ça peut être relatif et ça peut partir. Un autre exemple, les agriculteurs. Les agriculteurs qui veulent prendre leur retraite, OK, et qui veulent léguer leur ferme à leurs enfants pour 1 dollar, symboliquement, comme ils pouvaient faire avant, ne peuvent plus le faire. La loi les oblige à vendre la ferme. OK? Mais c'est une astuce. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils la vendent, ils savent bien que cette ferme-là, elle vaut 5, 6, 10 millions, peut-être plus. Mais les enfants n'ont pas cet argent-là. Qu'est-ce qui arrive? Ben, des spéculateurs agronomes, des terres agricoles, OK, que ce soit chinois, allemands ou d'autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont saisir l'occasion pour acheter ces fermes-là. Donc, les fermes qui ont pensé c'était un legs familial que cette propriété-là, on pouvait la donner aux générations futures. Elle vient de prendre un autre chemin. On vient d'être dépossédé. OK? Donc, sont obligés de vendre ça à des tiers ou des spéculateurs de terres agricoles qui vont prendre avantage de la nouvelle loi. Donc, la succession, comme je vous disais, se retrouve avec rien. Ils sont incapables de se payer la ferme familiale. Et ça, les gouvernements, ils le savent. OK? C'est pas pour rien qu'ils ont fait ça. Les lobbying, ils ont mis tellement de pression au gouvernement, ils ont tellement soudoyé nos politiciens qui ont changé la loi. OK? Mais c'est qu'on se tire dans le pied. OK? C'est un sujet que je connais quand même bien. J'avais travaillé avec quelqu'un qui dénonçait ça. Et c'est une façon de déposséder les gens de leurs terres face à des gros magnats qui, peut-être les autres, ils vont vendre ça à des grosses corporations. BlackRock, Cargill, OK? Donc, les gens sont dépossédés même de leurs terres, si on peut voir ça comme ça, OK? Dans tous ces cas de figure, ce qui semblait être un sentiment de possession devient quelque chose qui nous appartient pas vraiment. Et là, on a un goût amer après, en vieillissant, on se rend compte, tout me glisse entre les mains. J'ai l'impression que ce que je possédais, mais j'en ai plus, OK? Donc, ça nous appartient vraiment pas, puis on se rend compte que c'était comme un rêve, une illusion, un mauvais rêve. Des gens se sentent dépossédés de leurs biens pour lesquels ils se sont sacrifiés toute leur vie. Rappelez-vous du mantra de Klaus Schwab. Vous ne possédez rien, mais vous allez être heureux. OK? C'est la devise du Forum économique mondial et de la globalisation. D'accord? Donc, il faut que vous compreniez ça. Même en temps de crise grave, OK? Ce qu'on appelle un peu le Eldorado, l'intouchable, le Graal des finances, le rempart ultime, la valeur refuge ultime, l'or, OK? Jamais ils vont me déposséder de mon or, jamais ils vont toucher à mon or, OK? Eh oui, on peut le saisir, OK? Le meilleur exemple, essayez de passer 100 millions de lingots d'or dans une valise à l'aéroport ou aux douanes, il y a des bonnes chances que vous fassiez saisir. OK? Ils vont trouver toutes sortes de prétextes. OK? Vous ne pouvez pas passer de l'or comme vous voulez. OK? Et ça s'est déjà vu dans l'histoire. OK? Dans l'histoire américaine, lorsque Roosevelt avait forcé les Américains à vendre leur or dans les années 30. OK? Donc, tout ça pour vous dire quoi exactement? Vous allez me dire, mais ouais, mais à un moment donné, tu te rends compte que ce qui, je pensais, avait de la valeur peut en perdre, puis ça peut changer. Ce que je pensais qui m'appartenait, je me rends compte que peut me glisser entre les mains. OK? Et c'est là que j'ai vraiment fait comme, wow, c'est fou. OK? Parce que pour la première fois dans l'histoire, croyez-le ou non, il y a un actif digital, limité, OK, qui se fait présentement, OK, et présentement, depuis quelques jours, il est de plus en plus rare que de l'or, et qui ne peut pas être confisqué, qu'on ne peut pas saisir. La CIA, la NSA, le FBI, appelez-le comme vous voulez, on ne peut pas vous le prendre, on ne peut pas vous l'exproprier, et qui est en train de dépasser l'or en tant que rareté, parce qu'il y a plus d'or présentement qui se fait que de cet actif-là. Vous savez de quoi je parle du Bitcoin, OK?
Et il y a un truc que vous devez savoir, c'est que le Bitcoin, même si vous écoutez mon émission, c'est connu à peine par 1% de la population. 1% de la population connaît le Bitcoin. Et savez-vous ce qui est encore plus fou? 99% des Bitcoins, OK, vont être émis, vont être disponibles d'ici les 10 prochaines années. 99%. On est à 97, il reste quoi? 2-3% de Bitcoin seulement pour atteindre 99%. 1% qui va posséder 99% du Bitcoin avec l'actif le plus rare que de l'or sur la planète. OK? On dit que, Michael Saylor dit que le bull run qu'on vit là, on va le vivre une fois dans son histoire, du Bitcoin, je parle. C'est-à-dire que les gens qui vont mettre, moi je ne suis pas conseiller financier, depuis le début, je vous le dis, mais on sait que les gens qui vont mettre une certaine part de leur actif en Bitcoin dans les 10 prochaines années vont profiter de cette ride-là. Là, OK? Et après ça, la fenêtre d'opportunité va commencer à se fermer. Okay? Parce qu'il n'y aura pratiquement plus de Bitcoin. D'accord? Donc, on peut dire que ceux qui possèdent le Bitcoin, à cause de tout ce que je viens de vous dire, qu'on ne peut pas vous le saisir, qui vous appartient vraiment tant que vous le protégez et tant que vous le gardez, on peut dire que c'est une propriété qui peut vous appartenir et que vous pouvez la transférer aux prochaines générations pour les 100, 200, 300, 500 ans prochains. OK? De génération en génération. OK? C'est un actif, OK, qui est non taxable, qui ne s'use pas. OK? Un peu comme l'immobilier qui ne va pas se désagréger. OK? On ne paye pas de taxes. On ne paye pas de taxes foncières. On ne paye pas de taxes ou d'impôts tant qu'on le possède, on ne le sort pas. La loi est comme ça. Si vous le sortez, vous le vendez, oui, vous allez. C'est un peu comme des gains en capital. Mais tant qu'il vous appartient, tant qu'il est dans votre wallet, surtout votre cold wallet, votre hard wallet, OK? Puis ceux qui ne savent pas, mais je donne des formations pour protéger vos bitcoins, OK? Et on peut le transférer partout dans le monde de façon presque instantanée et en toute discrétion, OK? Présentement, au Salvador, on peut s'acheter des terres, on peut s'acheter des maisons avec du Bitcoin. OK? Et d'autres pays vont embarquer dans ça. OK? Donc, c'est quelque chose de quand même très important. OK? Et c'est quelque chose qu'on voit pour la première fois dans l'histoire. Jamais dans les temps antiques, à part les rois qui avaient des possessions, monsieur, madame, tout le monde avait cette opportunité-là. Et c'est là que j'ai fait comme, wow, c'est fou, j'avais jamais pensé à ça. Donc, par son aspect incorruptible, rare et privé, on peut dire que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a accès à une vraie propriété. Merci beaucoup. On se revoit pour le mot de la fin. Bonjour tout le monde. Donc, nous voilà pour le mot de la fin. Et le mot de la fin, tant qu'à rester dans le concept, c'est argent. L'argent, le mot. Qu'est-ce que ça réveille? Qu'est-ce que ça symbolise? Quelle est son origine? Pourquoi on appelle l'argent de l'argent? D'accord? On va parler un peu des origines, des croyances et aussi comment on gère ça, comment on voit ça aujourd'hui. OK? Euh, Moi, j'aime beaucoup aller à la source des choses. Donc, le mot argent tient son origine du métal précieux, évidemment, qui est l'argent métal. C'est drôle parce qu'en espagnol aussi, la monnaie ou l'argent en français, on appelle ça plata. Plata aussi qui veut dire métal précieux. OK? Et donc, comme je dis, a été utilisé par une bonne partie des anciennes civilisations romaines et chinoises, entre autres. D'accord? Donc, ce métal précieux-là a joué un rôle de monnaie, de devise dans l'Antiquité, allait jusqu'à début du dernier siècle, des années 1900. OK?
De l'argent est considéré un peu comme le petit frère de l'or, OK? Souvent, quand on cherche de l'or, par ricochet, on va trouver un peu d'argent dans la même roche. OK? Donc, c'est pas qu'on voulait l'extraire, mais s'il est là, bien sûr, on va l'extraire aussi. OK? L'argent, il était à l'origine de l'émission du dollar. Dans l'histoire américaine, le dollar US, OK? On disait que le dollar US était silverback, ça veut dire était backé par de l'argent métal. OK? Ensuite, le standard argent a été changé pour faire la transition vers l'or vers les années fin 1800 aux États-Unis, OK? Après la guerre civile, OK? Le mot argent est utilisé pour désigner la devise en français, comme je vous disais, mais aussi en espagnol, la plata. Par contre, en anglais, on l'appelle la monnaie money, OK? Donc, on n'appelle pas ça les dollars. Give me some silver, OK? On dit give me some money, OK? Et c'est quand même drôle parce que il y a le mot monnaie, OK? Il y a un aspect très symbolique, OK? Et je vous ai parlé un peu des origines du mot monnaie, d'où ce qui vient. Vous allez voir, vous allez être très surpris. Il est à noter que le mot argent, que le mot argent, monnaie, devise, sont tous liés à l'activité économique, aux échanges de biens et services. Donc, lorsqu'on parle d'argent, on parle d'économie, on parle vraiment de paye, OK? C'est normal. Ces mots-là sont utilisés quand on dit est-ce que tu as un peu d'argent à me passer? Euh, on comprend tout de suite ce que ça veut dire, OK? Est-ce que tu as des billets, un peu de liquidité à me donner, OK? Aujourd'hui, à notre époque, eh bien, le terme argent est resté dans le langage commun. Par contre, ça ne désigne plus vraiment les pièces en argent métal. On sait que lorsqu'on dit le mot argent, est-ce que tu aurais un peu d'argent à me donner? Et puis les gens vont vous donner des billets papier, ils ne vont pas donner des pièces d'argent. OK? Mais c'est resté dans l'imaginaire collectif. OK? Mais donc, tout simplement, ça désigne des billets de banque. OK. Quoique aujourd'hui, on ne parle plus de billets de banque, on parle tout simplement des virements Interact ou des chiffres dans notre application. OK. C'est tout simplement des numéros digitaux. D'accord? Donc, on est passé de quelque chose de très physique, donc des pièces d'argent, à quelque chose de plus léger, des billets de banque, à quelque chose de complètement abstrait, des chiffres électroniques sur une application de téléphone seulement. OK? Donc, ou même dans une carte de crédit, OK? Mais on tient plus les gens ne se trimballent plus avec des sacs de pièces d'argent ou même avec des billets de banque. C'est très rare, OK? Euh, donc, ou même des cartes de crédit. C'est ce qu'on paye aujourd'hui. Maintenant, même, je vois ça de plus en plus. Mon fils, il fait ça, je l'ai vu. On est allé au resto l'autre jour et il a payé. Il a tout simplement sorti son téléphone. Il a ouvert une application. Puis il a passé au scanner son cellulaire. Et là, je le regarde. Ah, c'est quoi ça? Il dit, c'était, je pense, Apple Pay ou Google Pay. Il dit, j'ai linké ma carte de crédit à ça, ou sa carte de débit. J'ai plus besoin de trimballer de ma carte. Je fais juste passer mon téléphone. OK? Donc, c'est pour vous dire où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui au niveau technologique. Donc, on est passé d'un système d'échange analogue, OK? Donc physique, anciennement, tranquillement vers un système de paiement entièrement digital et abstrait. OK? Donc, nos ordinateurs, nos terminaux de paiement, nos cellulaires ne font que gérer que des tableaux Excel avec des entrées, des sorties et des balances. Si vous faites votre relevé de compte de banque, ce n'est que ça. Des entrées, des sorties et des bilans. Ce n'est que ça. Et dans votre cellulaire, c'est tout ce que vous allez avoir. Donc, ce n'est que des calculs informatiques qui vous disent, mais vous avez tant, puis vous avez dépensé tant, ainsi de suite. Et puis, mais aussi, non seulement ça, mais on va tranquillement et assez vite, je vous dirais, on va transiger et transiter vers une version encore plus poussée de l'argent digital. C'est une version crypto de notre monnaie qu'on appelle des CBDC.
Et je vais vous revenir dans une autre émission parce que c'est tout un segment, mais c'est hyper important que vous le sachiez. CBDC veut dire Central Bank Digital Currency, donc monnaie digitale de banque centrale, si on peut faire une traduction comme ça. Mais je vais vous faire toute une émission parce que c'est hyper important que vous sachiez c'est quoi ces CBDC, c'est quoi les implications et pourquoi nos gouvernements vont nous amener un nouveau système monétaire assez vite avec cette technologie-là. D'accord? Euh, mais ça serait une autre émission. Donc, si on revient au mot d'argent, vous allez me dire, ben, vous allez me dire si aujourd'hui on n'a plus l'aspect physique, ok? Quelqu'un pourrait penser ça, ou si vous prenez quelqu'un, si vous le faites voyager dans le temps, il y a 100 ans, et vous l'amenez aujourd'hui, c'est sûr qu'il va flipper sur ben des trucs. Lorsqu'il voit des cheveux orange et des transgenres, il va se dire, c'est quoi ça, ok? Mais juste au niveau de l'argent, euh, s'il n'y a plus l'aspect physique, comme des pièces d'argent ou des lingots, parce que nos arrière-arrière-parents, c'est ça qu'ils connaissaient, euh, la chose qui pourrait se dire, c'est comment les gens ont accepté de prendre pour du cash, ok, des numéros sur leur cellulaire ou des numéros sur leur carte de crédit. Ok, donc c'est la question qui pourrait se poser si on ramène quelqu'un d'il y a 100 ans, il va se dire, mais comment est-ce que vous acceptez tout simplement des numéros de chiffres lumineux sur un écran comme de l'argent? OK? Et quelque part, c'est pas fou comme question. OK? Mais ça ramène le point principal de l'argent. Qu'est-ce que c'est? C'est que tout simplement, les gens ont accepté d'utiliser leur cellulaire, d'utiliser le système bancaire à cause d'une chose. Strictement une chose. Puis ça, c'est depuis le début de l'humanité. À cause de la confiance. Ils ont confiance dans ce système. Ils ont confiance dans ce système de comptabilité. Ils ont confiance dans les processeurs des ordinateurs. Ils ont confiance dans la technologie. OK? Euh, Juste pour vous dire un autre exemple, c'est très rare qu'aujourd'hui vous allez voir dans une nouvelle, ben, ça peut arriver, mais c'est très rare, des voleurs qui ont essayé de braquer une banque pour du cash. OK? On voit plus ça. OK? Les voleurs ont changé de métier. Ils se sont spécialisés. Maintenant, c'est des hackers informatiques. OK? C'est des pirates informatiques qui vont voler de data digitale. OK? Donc, même là, ça a changé. OK? Ça arrive plus souvent que les gens vont voler pour du cash parce qu'ils savent qu'il n'y en a plus de cash. Il n'y en a plus de cash dans les banques. OK? Et on a des guichets automatiques, mais ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas changer, les irréductibles. Mais ça va finir par disparaître aussi. OK? Mais à la base de tout ça, pourquoi on a accepté tout ça, ces changements-là? Parce que dans le collectif imaginaire et psychique des gens, mais on fait confiance à ce système-là. Donc, on peut dire que le cash est en train de se dématérialiser, est en train de pouf, disparaître. OK? Donc, il retourne à sa vraie nature. Donc, l'argent devient quelque chose de immatériel, l'argent devient quelque chose de abstrait, parce qu'à la base, l'argent, c'est un concept, c'est une idée, ok? C'est une confiance dans notre système d'échange. On l'a accepté, on a eu un consensus. À la base, on peut dire que c'est une croyance, un système de croyances. Et je vous dirais que c'est la plus grosse religion dans le monde. Tout système de croyance, on appelle ça une religion. Comme je vous ai parlé la semaine passée du wokisme, de l'islam, du judaïsme, du christianisme, du témoin de Jéhovah, appelez-les comme vous voulez. Okay? Et l'argent, dans ça, c'est aussi un système de croyance. D'accord? Donc, c'est une croyance, une religion, on dirait quelques-uns. Avec sa Mecque, avec la Mecque, c'est quoi? C'est la banque centrale. OK? Quand Jérôme Powell, il fait un discours, tout le monde l'écoute. OK? Le président de la banque de la Fed, la Réserve fédérale américaine, c'est la Mecque. Tout le monde écoute parce que
Si lui, il lève du petit doigt, il monte les taux, ça affecte tout le marché obligataire, tout le système hypothécaire, tout le système d'emprunt. Et si lui, il baisse, ça veut dire qu'il va injecter plus de liquidité, ça va faire plus d'inflation. OK? Donc, lui, c'est le pape, le grand prêtre de cette religion-là. OK? Et vous avez aussi ces églises. OK? Sont où ces églises-là de cette Mecque-là? OK? Ou de ce Vatican-là, appelez-le comme vous voulez. Eh bien, c'est toutes les succursales financières, c'est toutes les banques. OK? Et vous avez ces prêtres. C'est qui ces prêtres-là? Mais c'est tous les conseillers financiers. Aux nouvelles de 8 heures, aux nouvelles de 6 heures, ils sont là. OK? Pour vous prêcher la bonne nouvelle que faut investir là, faut investir là, tout va bien. Et ils prévoient la météo. Ils vont vous prévoir l'avenir. OK? Essaie de prévoir l'avenir. Essaie de prévoir les taux d'intérêt et la fluctuation du marché. OK? Donc, les conseillers financiers à la télé ou même dans les publicités, OK, sont un peu les prêcheurs de cet évangile-là, de ce système de croyance-là. D'accord? Euh, donc, tout ça ne tient qu'à la croyance dans un système. D'accord? Une confiance. Aujourd'hui, les banques ne tiennent à peine que 10% du vrai cash dans leurs livres. OK? Puis je vous dirais que 10%, je suis très généreux. OK? Les restes n'est que des prêts, des emprunts et des dettes. Ce n'est que ça. OK? On appelle cela le système fractionnaire. Un jour, j'en ai de l'information à vous transmettre, mais c'est correct. Je vais vous parler, c'est quoi le système fractionnaire. OK? C'est un système qui nous vient des années 1972. OK? Notre système financier a fait faillite en 1972, puis vous ne le saviez pas, mais on est sous ce règne-là. C'est lorsque Richard Nixon a enlevé le dollar du standard or. OK? Donc, le dollar n'était plus backé par un certain pourcentage d'or. OK? Et à un moment donné, je vous expliquais ce qui est arrivé et pourquoi. Et pourquoi on arrive à la fin de ce système-là. OK? Parce que tout système financier, c'est mathématique. Il finit par durer 35-50 ans maximum. OK? Le Ponzi arrive à bout. OK? Donc, ce système de croyance, c'est tellement fort. OK? C'est tellement fou, c'est tellement imprégné dans les films, c'est tellement imprégné dans la culture, ce fameux dollar-là, que des gens sont prêts à tuer. Ces gens sont prêts à faire des guerres, à trahir leurs proches pour cette fameuse argent-là. Prendre des rançons, OK, peut-être au Mexique ou dans des endroits par des cartels de la drogue. OK? Il y a tout un aspect criminel des gens qui veulent cet argent-là. OK? Parce que nos sociétés sont complètement absorbées, OK, par ce concept-là. OK? Et notre travail, notre sueur, nos pensées, nos intentions, les intentions des populations, OK, sont absorbées, OK, par cette idée-là, cette croyance-là, qui est l'argent. Donc, l'argent, à cause de ça, ça véhicule beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie lorsque vous avez un billet de 1000 dollars ou vous avez 10 000 dollars entre votre main. OK? Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de sueur qui transige par là. Et ça, vous le savez. Et plus on accumule cet argent-là, plus on peut faire du levier dans notre vie. Quand je dis levier, ça veut dire que plus que on peut changer notre vie, on peut avoir des biens matériels, OK, on peut même améliorer sa vie, bien sûr. OK? Donc, ce concept-là est quelque chose de très puissant. OK? Par contre, il y a il y a un autre aspect que j'ai compris de l'argent. OK? N'oubliez pas, là, le mot de la fin, c'est très philosophique. OK? Vous allez comprendre où ce que je vous amène. OK? Il y a le mystique qui s'appelle Marc Passio, que je suivis pendant des années, et qui avait expliqué que le mot monnaie, vous savez, tantôt je vous ai parlé qu'argent, on dit argent en français, plata en espagnol, mais en anglais on dit money. Et d'où vient le mot monnaie? OK? Lui expliquait que le mot monnaie viendrait du mot français mon œil. Mon œil. Monnaie. Mais c'est plus l'aspect, lorsqu'on
je tiens mon œil dans mes mains, mon précieux. OK, comme dirait Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. C'est quelque chose qu'on y tient. OK, parce que comme la pupille de notre œil, on y fait attention. OK? Aussi expliqué, toujours, Marc Passio disait que le dollar était de couleur verte. OK? Car il représente la couleur du chakra, du cœur. Parce que la couleur du chakra du cœur, de l'amour, c'est la couleur verte. Un peu comme mon écran. Un peu comme la création. Tout est vert. C'est un geste d'amour de la nature. OK? Et ça, c'est au niveau spirituel et au niveau mystique, les couleurs ont des symboliques. D'accord? Donc, il dit, c'est pas un hasard, ceux qui ont inventé le billet américain, qui l'ont fait appeler mon œil, avec cette couleur verte. OK? Parce que on voulait que les gens éprouvent de l'amour pour mon précieux, fassent des choses pour mon précieux. OK? Soient envoûtés par mon précieux. OK? Ils croient tellement fort qu'ils laissent de côté l'or ou peut-être d'autres actifs pour mon précieux. OK? Pour ce fameux précieux. L'amour pour cet argent. Comme un envoûtement. OK? C'est une opinion comme une autre, mais je trouvais ça très intéressant de vous la partager. OK? Quelqu'un d'autre aussi, un peu dans le même calibre. OK? Un des grands chercheurs de vérité, qui est considéré même comme le père pour déchiffrer les symboliques anciennes, Jordan Maxwell. Il disait que l'argent et le système financier actuel était un legs, un héritage des Phéniciens, surtout. Selon lui, on vit dans ce système-là encore, des Phéniciens anciens qui avaient établi ce qu'on appelle la loi maritime. OK? Il disait même que les Israélites anciens étaient en fin de compte des Phéniciens, descendants de Phéniciens. OK? Mais ces Phéniciens-là avaient établi ce qu'on appelle la loi maritime, ce qui est devenu par après la loi de l'eau et la loi de la terre. OK? Puis ça, c'est dans les chartes. OK? Très anciennes. C'est des lois sur lesquelles tout notre système financier et de justice est établi. OK? Parce que le système financier et le système de justice vont de pair, vont ensemble. D'ailleurs, lorsqu'on veut être traité en justice, ça finit toujours par des peines d'argent. OK? On doit payer. OK? On doit payer sa peine. On doit payer l'injustice qu'on a créée et on doit la compenser, OK, par un actif financier. Et si vous ne l'avez pas, mais vous êtes obligé de, à ce moment-là, le payer en temps en prison. OK? Votre énergie, OK? On va vous pénaliser, vous prendre votre énergie, vous écraser en prison pour compenser pour la perte financière que vous avez fait subir ou pour le crime que vous avez fait. OK? Donc, le système financier et le système de justice, c'est imbriqué ensemble. OK? Il expliquait aussi, toujours Jordan Maxwell, que ces marchands anciens de l'Antiquité vivaient sur des rives. Il y avait des douanes, il y avait des ports, OK? Sur des banquises, d'où le mot banque. OK? Une banquise. Bank, en anglais, veut tout simplement dire banquise, le bord de l'eau, la banquise sur le bord de l'eau. Et qu'ils avaient établi un système de péage, donc de douane et de taxes, sur la circulation maritime. D'accord? D'où les origines du mot marchand. Vous savez, mer, marchand, marchandise, marché, tous dérivés du latin mare. OK? La mer, l'eau. OK? C'est la raison pourquoi, dans le jargon actuel, on utilise encore l'aspect de l'eau. Carte de débit, liquidité, banque, OK? Ou cash flow, comme on dit en anglais. OK? Tantôt, je vous parlais de liquidité, être noyé par des dettes. OK? C'est tous des termes. Et ce n'est pas des hasards. Et ce n'est pas des mots envoyés en l'air. Ça a toute son origine et ça a une symbolique derrière ça. Donc, selon lui, ce système est devenu non seulement un système d'échange et des croyances dans l'imaginaire de l'humanité, OK? Mais aussi un système pénal et de justice dans lequel on applique
des pénalités. Euh, on applique aussi des amendes pénales, comme je vous l'ai dit. Mais donc, on peut dire que ce système financier est lié à un système de contrôle, ce qu'il disait. Donc, mon but ici, c'est que non, d'arrêter de vous aider, de vous ouvrir des perspectives et que ce système de contrôle ne vous contrôle plus, mais que vous contrôliez vos finances, vous contrôliez votre avenir avec des actifs qui vous donnent euh, un vrai droit à la propriété et un vrai droit à la valeur et qui vous aident aussi à sortir de ce système-là. OK? Un système parallèle. Vous savez tous de quoi je parle. OK? Le Bitcoin. Allez, ciao tout le monde!